Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain, alias Phlegmatique, et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, patates de forain, aigle géant et cicatrices. Salut la famille! Aujourd'hui, épisode 13, et on va parler de la dernière grosse sortie de cette année, de cette fin d'année quand même très chargée côté animation. On va parler du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Pour en parler, je ne suis pas tout seul, une fois n'est pas coutume, j'ai convoqué avec moi l'expert français numéro 1 du Seigneur des Anneaux. J'ai bien sûr nommé Romain Veis, alias Menro. Salut Menro! Bonjour Sylvain, et bonjour à toutes et bonjour à tous. Expert français numéro 1, je sais pas, mais en tout cas, je prends le compliment. Ouais, si, quand même, t'avais été invité dans la légende pour en parler. Ouais, non, j'ai mon petit pédigré, mais il y a des gens universitaires qui font des études dessus, j'ai pas cette prétention. En tout cas, merci à toi d'être ici. On l'avait coché depuis un petit moment, c'était quand même une grosse sortie. Animation et pour les fans du Seigneur des Anneaux, on va voir ce que ça donne tout de suite. Pour te présenter vite fait pour les 3 personnes au monde qui ne te connaîtraient pas, tu es ancien responsable éditorial chez Le Stream, cofondateur du site Le Grand Pop et du podcast Originals qui parle de cinéma et de séries de plateforme. Exactement, les 100% dédiés aux créations originales de plateformes. Et petite pub, mais on va en reparler en fin d'émission. C'est quoi le dernier épisode qui est sorti à l'heure où ça va être publié ? Alors, le dernier qui est sorti, c'était sur Skeleton Crew, en thème principal. Et je peux vous dire, le prochain va parler de Noël, et notamment de Red One, qui sort sur plateforme en France. C'est vrai que c'est sorti sur plateforme, tout à fait. Et donc, grand passionné du Seigneur des Anneaux, c'est pour ça que tu es là. Je vais te questionner là-dessus un petit peu plus tard. Dans ce podcast, un petit rappel de la structure. On va mélanger cette fois-ci la partie contexte et critique. On va revenir un petit peu quand même au début sur la genèse de ce projet, sur les gens qui sont derrière. Ensuite, on va parler du film à proprement parler, peut-être se projeter aussi sur la suite rapidement des projets sur les anneaux en série et au cinéma. Ensuite, on se posera la question rituelle d'un épisode d'Animedia, à savoir c'est pour qui la guerre des Rohirrim. On lui décernera une note sur 5 pour le replacer dans le grand classement animation Letterboxd d'Animedia. Et je préfère prévenir tout de suite, on va spoiler, ou en tout cas on va pas se gêner de dévoiler quelques éléments d'intrigue. Donc voilà, allez plutôt voir le film avant d'écouter cet épisode. Et ben c'est parti, on selle et on chevauche vers la Terre du Milieu. Toute la Terre du Milieu connaît la légende de la guerre de l'anneau. Mais 200 ans plus tôt... Cavalier de la Marche, frère du roi, naquit une autre légende. en avant! Nous avons une proposition pour renforcer le Rohan. Hera, fille de Helm, moi, Wolf, suis venu demander ta main. Nos pères s'entretiennent comme si je n'étais pas dans la pièce. Je n'ai nulle envie de t'épouser. Tu ne désires pas une alliance, tu désires un trône. Tu vas regretter tes paroles, vieil homme. Il est mort. Vous paierez sa mort de votre vie. Situé 183 ans avant la trilogie du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim explore l'histoire de la maison de Helm Hammerhand, point de marteau en français, le roi du Rohan. Celui-ci doit réaffirmer la puissance et l'honneur de sa maison face à l'attaque d'un seigneur de Dain, le cruel et ténébreux Wulf, cherchant vengeance pour le meurtre de son père. Afin de résister à cet assaut, Helm, son peuple et sa fille Hera se barricadent dans la forteresse de Hornburg, celle-là même qui deviendra le fameux gouffre de Helm. Mais alors que son père est blessé au combat, c'est à Hera qu'il revient la charge de mener la résistance contre un ennemi déterminé à détruire son peuple à néant.
Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim est sorti donc le 11 décembre 2024 chez nous. Il est réalisé par Kenji Kamiyama, écrit par Jeffrey Addis, Will Matthews, Phoebe Gittins, qui est d'ailleurs la fille de Philippa Boyens, on y reviendra, et Artie Papageorgiou, d'après les personnages du Seigneur des Anneaux, écrits par Tolkien. Au casting en VO, on retrouve notamment Brian Cox, qui joue donc le rôle de Helm, c'est le fameux patriarche de la série Succession, entre autres, Gaia Wise, qui joue le personnage d'Hera, Luke Pasqualino, Lauren Ashburn ou encore Miranda Otto qui joue la narratrice de cette histoire. Le film est produit par New Line Cinema, Warner Bros Animation et Sola Entertainment, distribué par Warner Bros Pictures. Je vais commencer par te donner la parole, mon bon Benro, à savoir la guerre des Rohirrim. Qu'est-ce que c'est en quelques mots ? Est-ce que c'est un spin-off ? Est-ce que c'est un préquel ? Est-ce que c'est un petit peu de tout ça ? Qu'est-ce qu'on adapte et sur quoi ça se base dans l'univers Seigneur des Anneaux ? Alors, c'est une histoire, que tu l'as dit, ce qui se passe un peu moins de 200 ans avant ce qu'on connaît dans la guerre de l'anneau, que ce soit l'histoire du Hobbit ou de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et donc, c'est le moment où la lignée des rois du Rohan est brisée et va aller sur une deuxième lignée, celle du frère, du neveu du roi, pour justement arriver à la lignée de Théoden. Théoden qu'on connaît, c'est le roi du Rohan. Tout à fait, dans la trilogie de Peter Jackson. Exactement. Et donc, on est... comme on l'a vu, donc au Rohan, c'est ce peuple inspiré des Vikings qui vit dans des grandes maisons en bois avec de la paille d'or par-dessus et qui sont d'éminents cavaliers, voilà, et dont on se souvient essentiellement pour 2 charges majeures. Oui. Dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, évidemment celle à la fin des 2 tours et aussi celle au milieu du Retour du Roi. C'est principalement, voilà, comme tu l'as dit, des cavaliers des Grandes Plaines. Et eh bien, d'où viennent les personnages de la guerre des Rohirrim ? Est-ce que c'est vraiment une adaptation fidèle ? Est-ce que ça se base sur un texte précis écrit par Tolkien ? Comment on est à ce niveau-là ? Alors, on a une étincelle qui vient de Tolkien lui-même, puisque c'est dans les appendices des contes et légendes inachevés, dans les appendices de la trilogie du Seigneur des Anneaux, qu'on retrouve des mentions de ce qui se passe dans ce film-là. Donc les appendices, c'est quand même des éléments d'histoire qui sont rajoutés au récit principal. Je me souviens, j'avais lu Le Retour du Roi à l'époque, il y avait quand même plusieurs centaines de pages qui étaient des suppléments pour qui a envie de fouiller un peu plus l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est ça ? Alors, c'est totalement ça, mais c'est un peu comme des tables historiques. On n'est pas vraiment dans la description et le récit et ce genre de choses. Donc, on a une mention avec une date qu'on pourrait avoir dans des livres d'histoire, comme quoi ce fameux Helm Hammerhand... oui, on va l'appeler comme son titre VO. Oui, surtout qu'en français, il y a plusieurs adaptations, plusieurs traductions, et je ne sais plus faire la différence entre l'une et l'autre. Donc, Hammerhand, c'est très bien. Ou Helm, appelons. Voilà. On le connaît bien, voilà. Oui, c'est un poteau. Et ce Helm, donc on sait qu'il a 2 fils, on sait qu'il a une fille. Et on sait que à peu près sa destinée, voilà, il porte son nom parce que il était justement très connu pour ses faits d'armes à main nue, voilà, et c'est ce qui est illustré dans le film notamment. Il lâche des grosses patates, quoi. Des grosses patates de forain, j'ai envie de dire. Voilà. Sa fille est juste citée en tant que sa fille. Elle n'a pas de nom dans les écrits de Tolkien. D'accord, donc ça c'est une création, on va dire, spécifiquement pour le film, quoi. Exactement. Et donc de ces 4 lignes, on a tiré tout un récit qui va aller piocher de manière un petit peu, j'ai envie de dire, un peu trop copieuse peut-être, du côté justement de la trilogie du Seigneur des Anneaux, en refaisant de manière, alors que ça se passe 200 ans avant, des appels du pied à quelque chose qui n'aurait pas encore eu lieu dans la chronologie officielle. C'est bizarre. C'est quelque chose dont on va parler un petit peu plus tard. Il y a, d'une manière générale, comme tu l'as dit, des rappels du fanservice un petit peu classique dans l'exploitation d'univers, de franchises qu'on connaît. Il faut que les gens aient de quoi se raccrocher, justement, et on en a disséminé un petit peu partout, voire des relectures à l'aune de ce qui se passera plus tard. Mais voilà, on est sur une adaptation libre quand même, voire très très libre, hein. C'est un personnage qui a été créé... tu l'as dit, à partir de vraiment pas grand-chose, et un petit peu dans l'air du temps aussi. Et au niveau de la mythologie Seigneur des Anneaux, on voit que, on le voit plutôt vers la fin, mais qu'on tend à nous donner des éléments de comment est-ce que va s'organiser, on va dire, la résistance contre Sauron, qui est en train de chercher les anneaux, etc. Tout ça, c'est un petit peu en creux dans le récit, mais ça y est un petit peu aussi, quoi. Oui, carrément. Et puis, il y a quand même quelque chose, c'est que quand on connaît un peu l'histoire et qu'on a lu ces quelques lignes, on n'est pas du tout surpris par le déroulement des événements
du film, puisque le peu de détails qu'on a, comme la mort de certains personnages à certains moments, correspond à celle qui est écrite. Maintenant, pour pouvoir faire en sorte de tenir un film de 2h10, 2h20, je sais pas, ils ont quand même bien brodé autour. Il faut quand même reconnaître que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on va en parler, j'imagine, hein, je suis un peu là pour ça. Oui. Il y a quelque chose, c'est qu'au final, on reste dans les rails du Seigneur des Anneaux, et ce film ne vient pas casser la mythologie. En tout cas, quand il fait des ajouts ou des omissions, à la fin, on se retrouve à l'arrivée du toboggan. Il y a quand même l'idée de s'inscrire dans la continuité de la trilogie de Peter Jackson, et même, on va peut-être attaquer, on a dit qu'on spoilerait, donc on va y aller, mais à la toute fin, on a Saruman qui arrive, on te colle même la voix de Christopher Lee, même si c'est pour une réplique ou deux, qui est bien sûr décédé entre-temps, hein, mais c'est pour dire qu'il y a une filiation directe, même aussi au niveau du design, etc. Tout ça, on va en reparler. Est-ce que c'était quelque chose que t'attendais, toi, cette guerre des Rohirrim ? Alors moi, je suis quand même un fan, on va dire, de l'univers du Seigneur des Anneaux. C'est pas nouveau. J'ai lu quasiment tout ce qui était possible de lire en français. J'en ai lu beaucoup en anglais aussi. J'ai lu pas mal d'études sur le sujet. Je me suis vraiment penché dessus. Hein. Ça fait quasiment 30 ans que je lis avant la trilogie originale. Et du coup... dès qu'il y a un sujet, une annonce autour d'une adaptation, je prête l'oreille. Évidemment, on a été très bien servi par la trilogie originale. Le Hobbit a été un peu plus discutable, compliqué. Alors, il y a des raisons qui l'expliquent, mais au final, le produit qu'on a est discutable, comme je disais. Il y a la série du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. On va pas en reparler encore une fois. On pourrait en faire un petit peu longtemps, mais on n'est pas. C'est pas le sujet d'Animedia, il me semble. Exactement. Et donc là, on a un nouveau film, et avec Peter Jackson, qui est donc le principal artisan de la trilogie originale et du Hobbit, qui revient en tant que producteur exécutif. Alors, il n'a pas mis les mains dans le cambouis. Hein. Ouais, il est mentionné, c'est un petit peu la caution. On sent qu'à partir du moment maintenant où il y a un sujet sur les anneaux qui se développe, alors pas forcément les anneaux de pouvoir, où là vraiment Amazon a mis sa main dessus, mais là c'est chez Warner, qui étaient les distributeurs, producteurs originaux de la trilogie. Donc on sent qu'il y a quand même l'idée de chapeauter tout un grand ensemble, et donc lui il revient avec Fran Walsh, qui est sa compagne, en tant que producteur exécutif, et on a même à la production Philippa Boyens, qui était la scénariste de la trilogie originelle du Seigneur des Anneaux et du Hobbit ensuite, qui est collaboratrice de Peter Jackson de longue date, qui a en tout cas mis sa main sur les éléments d'histoire et qui ensuite a délégué le scénario, notamment à sa fille. Donc on l'a dit, un petit peu de népotisme ne fait jamais de mal dans le cinéma, mais il y a des cautions comme ça sur ce projet pour rappeler aux fans du Seigneur des Anneaux dont tu fais partie, ça va, on supervise le truc. Alors c'est ça, c'est il y a eu pas mal de choix qui ont été faits, je pense encore une fois à la série des Anneaux de Pouvoir, qui sortent un petit peu de la mythologie officielle et qui, les critiques les plus virulentes associent ça même à de la fanfiction. Alors attention, faut rester un petit peu sérieux avec le poids des mots, mine de rien. L'univers cinématographique autour du Seigneur des Anneaux par Warner, les droits du Seigneur des Anneaux, c'est une tannée. En gros, si on synthétise et si on simplifie énormément, on peut se dire que Warner a les droits d'adaptation au cinéma, alors que Amazon a chopé les droits en télé. Enfin, c'est comme ça que ça s'est réparti. Je caricature très vraiment énormément, mais un peu l'idée. Quand j'ai cette annonce et le fait que le clan Peter Jackson revient un petit peu, je suis un peu content. Après, j'apprends que c'est un film d'animation. Pourquoi pas, j'aime beaucoup l'animation et puis ça peut permettre de donner un autre éclairage sur cet univers-là. Mais quelque part, dans un coin de ma tête, quand j'apprends que c'est encore une histoire liée au Rohirrim, donc au peuple du Rohan, je me demande si on n'est pas là pour faire une production, pour faire vivre la licence, en attendant d'autres projets peut-être qui ont été annoncés depuis. Il y a quand même quelque chose d'un peu mercantile qui m'interroge. Ce serait pas la première fois qu'il y a justement des ayants droit qui se sentent un peu obligés de faire, de produire quelque chose, en l'occurrence des films, mais ça peut aussi être des séries, pour garder les droits d'exploitation sur la licence. Et genre Spider-Man. Genre les fameux Spider-Man, il y a un petit moment déjà, mais les tout premiers, on parle même pas de ceux de Sam Raimi, mais bien avant, qui avaient été faits spécifiquement pour garder les droits, et puis tant pis, on n'est pas très regardant sur le projet en tant que tel. Là, des chiffres que j'ai réussi à trouver, c'est pas évident d'avoir les chiffres de budget aussi près de la sortie. On est autour de 30 millions, ce qui est vraiment pas énorme, d'une manière générale pour un film d'animation, mais en plus qui se veut épique, on l'a dit, ça dure plus de 2 heures. Donc c'est un des principaux problèmes aussi, c'est que d'un côté, on a des vétérans qui vont chapeauter tout ça.
De l'autre, on sent qu'il n'y a pas forcément une volonté non plus d'en faire quelque chose de démesuré. Et je parlais de vétérans, on est aussi allé chercher donc pour avoir un genre de gage de réussite, on va dire, au niveau de l'animation du projet, Kenji Kamiyama, qui est donc un vieux de la vieille, on va dire, de l'animation japonaise. Juste pour citer quelques noms, il a bossé sur la série City Hunter, comme le Akira de Otomo, comme Kiki la petite sorcière, avant de devenir le protégé de Mamoru Oshii. Mamoru Oshii, c'est pas n'importe qui dans l'animation japonaise, c'est le papa de Ghost in the Shell, et c'est donc à Kamiyama qu'il avait confié la réalisation des 2 saisons d'une série dérivée de Ghost in the Shell qui s'appelle Standalone Complex. Ça, c'était quand même il y a 20 ans. Depuis, on peut pas dire qu'il est complètement percé, ou en tout cas, il est resté vraiment dans le cercle de l'animation un petit peu pour initier. Moi, j'ai pas vu grand-chose de lui. Il a fait la série Blade Runner Black Lotus, qui est sortie il y a 3 ans, qui est un genre de préquel, si j'ai bien compris, à Blade Runner 2049, et un épisode de Star Wars Vision que j'ai vu, dont je me souviens pas spécialement. Et ensuite, des choses que je connais pas forcément, je pourrais pas rentrer dans les détails, des séries comme Eden of the East ou un film qui s'appelle Hirune Hime, Rêve éveillé. Voilà, donc c'est des choses qui n'ont pas vraiment percé dans le grand public, quoi. Sans rien enlever au talent de ce monsieur, c'est vrai qu'on a un peu l'impression, peut-être, et c'est peut-être moi qui me fais un peu cynique avec l'âge, mais qu'on a été chercher un nom japonais, pas ultra connu, mais quand même connu, et qu'on est peut-être sur un prête-nom, puisqu'au final, j'ai l'impression qu'il n'a pas pu donner libre cours à sa créativité. On est quand même dans un décor et un univers, une esthétique très encadrée, qui est celle de, je le disais tout à l'heure, l'univers visuel de Warner pour Le Seigneur des Anneaux. C'est vrai que moi, pour le coup, j'étais un peu comme toi, l'idée de revoir Le Seigneur des Anneaux revenir au cinéma, je suis client. Animation, c'est mon fonds de commerce, donc évidemment, et j'ai envie de dire peut-être d'autant plus dans le sens où, quitte à faire revenir Le Seigneur des Anneaux, autant tenter une autre approche, faire autre chose pour éviter justement le comparo avec la trilogie originale qui est quand même assez absolu et qui était un projet qui, je pense, ne pourrait plus exister tel qu'il a été fait aujourd'hui. Donc encore une fois, autant explorer autre chose, mais c'est vrai que quitte à faire de l'animation japonaise, on aurait peut-être plus imaginé un côté un peu plus grandiloquent. Alors je parle pas de ramener des mechas et de faire du grand n'importe quoi à la japonaise comme vous pouvez vous l'imaginer. Mais là, effectivement, tu l'as dit, on reste dans un carcan Warner, Seigneur, très très encadré, quoi. Ouais, c'est ça. On a l'impression qu'il y a un cahier des charges. La ville de la capitale du Rohan, la ville d'Edoras, elle est copie conforme, c'est une copie carbone de celle qu'on voit dans le film, au plan près. Enfin, je veux dire, l'agencement des maisons, des portes, alors qu'on est 200 ans avant, on peut se dire que la ville évolue, mais non, même pas. On va attaquer la partie critique plus profondément si tu le veux, et j'ai l'habitude quand même d'attaquer, on parle d'animation ici, donc d'attaquer plutôt par le côté graphique, animation, dessin à proprement parler. On est sur de la 2D, principalement pour les personnages, avec un mélange un peu étrange, je vais mettre les pieds dans le plat direct, avec des effets de mise en scène 3D, avec une caméra parfois qui va tourner autour des personnages, où on sent qu'elle essaye d'évoluer, je dis essaye, d'évoluer dans le décor et de donner des effets un peu de profondeur, mais avec des personnages qui restent plats, donc en 2D. Je sais pas ce que tu en penses, j'ai du mal à être complètement satisfait par ça, personnellement. Moi, je suis content quand on voit de l'animation un peu à la main ou ce genre de choses. Et là, c'est vrai que le mélange des deux, c'est un peu compliqué. Je te cache pas que, pareil, un peu comme toi, il y a des choses qui m'ont fait vraiment tiquer au point où la technique vraiment prend le pas mentalement sur l'histoire qu'on te raconte. Et tu parlais de rotation, oui, il y a notamment un plan avec l'héroïne qui souffle dans une corne un corps. Et là, la caméra, elle fait 18 tours autour de interminable. Ça n'en finit plus. Et c'est vrai que ces décors un peu aplatis, pas aplatis, mais ces décors où les textures sont aplaties sur des volumes et où devant on a quelque chose de très plat, ça s'intègre très difficilement. Des fois, on a l'impression, je vais sortir des grandes comparaisons, mais presque dans du Roger Rabbit, où, tu vois, où on a ce décor, le fait de rajouter du dessin animé dans un truc réel. Et là, il y a ce décalage-là qui est parfois étrange, des plans magnifiques et d'autres des fois un peu bizarres en termes d'aplat de couleurs et de mélange pas heureux. C'est très étrange parce que d'un côté, il y a des décors qui sont très très beaux. C'est fait par Weta Workshop, donc qui est une société néo-zélandaise créée par Peter Jackson, enfin qui a bossé sur énormément de films. La liste est beaucoup trop
trop longue, mais ils font à la fois ils font principalement des effets visuels, des props, des accessoires pour du cinéma live. Enfin, ils font énormément de choses d'une manière générale dans les effets visuels. Et notamment les 2 illustrateurs. Alors, je sais pas si les 2 y sont, ou s'il y en a que l'un des 2, et lequel je ne sais pas, mais Alan Lee et John Ho, qui sont les 2 illustrateurs les plus connus, qui ont travaillé en collaboration avec Jackson. C'est les illustrateurs les plus connus qui ont peint et repeint la Terre du Milieu. Si vous achetez des livres de Christian Bourgois en France, donc l'éditeur Christian Bourgois, qui est l'éditeur qui détient la licence Seigneur des Anneaux en livres, tous les livres un peu stylés, illustrés, etc., sont faits par ces 2 illustrateurs anglais. Donc là, je sais que l'un des 2 au moins a travaillé dessus, et ça se voit. Ah oui. Des fois, il y a des plans fantastiques, des images de décors de fond. Très beau. C'est ça, il y a des choses, tu pourrais clairement les prendre en fond d'écran, et ce qui peut faire un peu matte painting à l'ancienne, des fois pour le cinéma live. Avec, voilà, ça pour le coup, c'est vraiment très réussi. Mais dès que la caméra se met à se balader là-dedans et à tourner en 3D, on a l'impression qu'on est sur des textures un peu baveuses, style jeu vidéo, avec des mélanges de couleurs pas très heureux. C'est assez étonnant comme choix. Moi, j'ai vraiment eu l'impression des fois que les personnages avaient l'impression de patiner dans ce décor-là, que ce soit le cheval, que ce soit... J'ai en mémoire cette scène où Hera essaye de quitter la grotte. Et en fait, c'est vraiment le décor qui défile sous ses pieds. Et on sent qu'elle galère un peu. Enfin, que, voilà, comme tu l'avais dit, techniquement, que ce soit le réalisateur ou autre, il n'y avait pas tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que tout fonctionne parfaitement, quoi. Et puis du côté de l'animation à la main, il y a des choses aussi qui choquent l'œil parfois. Donc on a des fois, en termes de nombre d'images par seconde, en général, on est en 24-25 minimum. C'est saccadé là. Hein. Là, des fois, on dirait vraiment qu'il manque des séquences d'animation et des images clés intermédiaires. Et notamment dans les scènes d'action, ou quand les gens courent ou ce genre de choses, là, ça peut être un peu choquant. Et à côté de ça, on a aussi des personnages, des figurants au fond, qui sont genre des visages vides, ce genre de choses, c'est très étrange. Ou si tu regardes, je me suis un peu focalisé là-dessus parfois, qui effectivement ne bougent quasiment pas, ou voilà, qui ont des séquences d'animation qui se répètent, ou au contraire qui bougent trop. Notamment au début, là, ce qui est l'élément déclencheur de l'intrigue. Donc il y a un des vassals du roi du Helm qui vient pour prêter ses hommages ou pas justement au roi, et qui en profite pour déclamer toute son aversion pour la dynastie régnante. Du coup, ce personnage qui, alors déjà un design particulièrement caricatural. Oui, on en reparlera des personnages et de leur design, effectivement. Mais il est animé, genre, on dirait qu'il en fait trop. C'est-à-dire que au lieu de bouger juste légèrement les bras pour ponctuer sa phrase, il bouge en même temps les épaules, il tourne les bras, il tourne sur lui-même. Enfin, c'est trop. C'est vraiment. On parlait du nombre de tours tout à l'heure, mais là c'est pareil. Ça a été souligné, encadré, avec stabiloté par-dessus, et en plus on a mis un astérisque pour dire t'as vu là-haut. Là, il est vraiment pas content là. Ouais. Et donc il y a des moments un peu comme ça où des personnages qui restent au fond, qui bougent pas. Enfin, dans la vie normale, ils devraient ne pas bouger parce qu'ils sont là juste pour écouter. Et là, comme on veut te dire que c'est un film d'animation, il dodeline un peu. C'est bizarre. C'est bizarre. Et moi, j'ai quand même noté un truc, c'est que c'est quand même pas loin d'être moche à pas mal de moments. Et surtout, vraiment, ce qui rend pas vraiment justice au film, c'est quand tu fais en plus le comparo entre les artworks qu'on a eu, on en a pas eu beaucoup, depuis un an et demi que le projet a été annoncé, et le résultat final. On sait qu'effectivement, on va pas avoir ça texto, ça reste des artworks, ça reste des dessins préparatoires. C'est quand même compliqué par rapport au rendu qu'on a à la fin, quoi. Il y a une perte, et notamment le générique de fin ne fait pas de bien au film, parce que le générique de fin, on voit, comme c'est la tradition autour du roi, on voit des crayonnés comme ça des personnages principaux, et on a vraiment ces croquis au trait, dessins au trait, donc fond noir, enfin écrit en noir, enfin dessiné en noir sur fond transparent. Et là, on a une qualité plastique des designs qui est toujours caricaturale, évidemment, mais particulièrement bien fait. Et sur la même image, ils ont mis la version du film. Et on voit la perte de détails, la perte de... Bon, alors évidemment, c'est beaucoup plus complexe à animer, et donc ça demande un budget. Donc, peut-être on sent aussi qu'il y a du talent, mais une frustration liée au rythme de production et au budget. Ouais, voilà, pour terminer là-dessus, c'est vraiment le design de Helm, justement, au moment de sa mort. Voilà, on avait dit qu'on spoilerait, donc comme ça vous êtes prévenus. C'était un des premiers artworks qu'on avait eu, un truc vraiment en plus en 16/9, on le voit figé dans la glace, vraiment, voilà, un beau dessin, quoi. Et on a le plan final dans le film, où là, on le voit un peu de loin, et comme on disait, les personnages de loin, parfois, ils sont un peu esquissés, il manque des trucs. Là vraiment, ça faisait mal aux yeux, et je me souvenais très très fort de cet artwork en plus, donc ça
ça m'a fait un peu du mal pour le film. Sans parler du contexte dans lequel il y a des erreurs de faux raccords, assez marquants. Oui, parce que juste avant de le voir de large, un plan large sur lui, donc pétrifié dans la glace, on a un gros plan, un insert sur sa main qui tient son fameux marteau, parce qu'il s'appelle Hammer Hand, mais il se bat pas que à main nue, il se bat aussi avec un marteau. Sauf que là, on vient d'avoir la séquence où il a tatané Dégus pendant toute une nuit, à main nue donc, mais on a un plan sur son marteau, puis un plan large où il en a pas. Donc c'est incompréhensible. Je comprends pas comment à un moment dans les relectures, il n'y a pas quelqu'un qui dise attendez, parce que là on a un petit souci. Donc ça c'est problématique. Moi, pour sortir un petit peu du design et rentrer un petit peu dans l'histoire maintenant, là encore tu vas me dire ce que tu en as pensé. Moi je trouve que, encore une fois, ça rejoint un peu des problématiques de production. C'est compliqué, hein. J'ai pas envie de résumer un film d'animation à sa prod, à sa technique, mais c'est un peu global. Tout ça manque d'ampleur en fait, globalement, quoi. Il y a une bataille principale qui est au milieu du film. C'est aussi un problème dans l'écriture, dans la rythmique, c'est que à partir de ça s'essouffle quand même assez largement. Et il reste une bonne heure de film derrière, hein. Mais cette bataille-là, donc autour d'Edoras, t'es un peu obligé de la comparer à la bataille des champs de Pelennor dans le 3, parce qu'on te ramène les éléphants, les mamoukils, on te ramène des charges de cavaliers. Donc forcément, t'y penses. T'es là parce que t'es fan du Seigneur des Anneaux. Et puis ça a été fait pour. Ça a été fait, voilà, c'est plus qu'un clin d'œil, c'est clairement un renvoi direct. Bah là encore, quoi, le film tient pas la comparaison 2 minutes, quoi. En fait, il y a quelque chose. On a parlé de la situation dont on avait accueilli le projet. Et moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Je vais essayer de le glisser là très rapidement. Mais vas-y. Un petit point quand même qui, moi, m'a toujours interpellé. C'est que quand on lit Le Seigneur des Anneaux, on découvre le peuple des Rohirrim, et donc de ce royaume du Rohan. Le Rohirrim, c'est la façon d'appeler les gens du Rohan, hein, tout simplement. Donc c'est un peuple pas nomade, puisqu'ils sont sédentarisés depuis pas mal de siècles, mais c'est un peuple qui est dans des châteaux en bois, dans des maisons en bois, donc c'est très inspiré de la culture viking, c'est ce qu'on disait en ouverture. Et c'est un royaume qui est quelque part un peu inféodé, qui est le vassal du Gondor. Et dans les films, Peter Jackson, qui devait être fan de la potentialité cinématographique et visuelle d'avoir une charge, et de toute façon oui, parce que ça a marqué l'histoire, mine de rien, il en fait une charge incroyable à la fin des 2 tours. On va pas revenir sur le fait que la porte est peut-être trop raide, mais ça fait partie de la magie du cinéma et des récits, on va dire. Les récits ont magnifié peut-être les faits. Et la bataille des champs du Pelennor avec cette charge des Rohirrim historique, etc. En plus, il coupe la musique. Enfin voilà, vous la voyez cette scène. Mais voilà. Et le truc, en fait, c'est que mine de rien, ça reste que normalement c'est censé être un peuple qui est donc, comme je disais, inféodé au Gondor, qui est le royaume régnant, qui est Et c'est vrai que dans le Retour du Roi, toute la suite de la bataille est mise à mal par l'arrivée de l'armée des morts. Et normalement, elle dure toute la nuit, jusqu'à l'aube le lendemain. Enfin, c'est quelque chose de dantesque, etc. On voit l'armée du Gondor à l'œuvre. On a l'impression, quand on voit la trilogie du Seigneur des Anneaux, que les Rohirrim sont l'armée la plus forte des humains, oui, et la plus nombreuse, ce qui n'est pas vrai du tout. Et donc là, de venir encore une fois aller nous chercher ce peuple-là, qui est quand même encore une fois un peuple sympa, mais je vais pas faire de comparaison avec notre monde parce que je vais me mettre à dos. Voilà, mais c'est comme si on mettait, on va mettre l'armée d'Aquitaine là où il y a le royaume de France. Donc forcément, à un moment, j'aime bien les chocolatines, mais voilà. Et puis surtout que, on le voit, Edoras, c'est assez, c'est petit, quoi. C'est un petit village. On voit que cette vie, alors que normalement c'est un royaume qui a plusieurs villes. On parle de la marche de l'Ouest, la marche de l'Est. On nous parle de la fortification des Gués de Lisen, qui est une rivière, Lisen. On voit jamais tout ça. C'était l'occasion de le montrer. Voilà. C'est un film qui est peut-être aussi qui a du mal à se situer géographiquement. Enfin, on les voit à un moment donné se réunir à Dunarrow, qui est donc cette espèce de colline, camp, c'est situé sur des strates comme ça en étage, un peu qu'on voit justement au début du 3 où les forces se réunissent avant de marcher vers le Gondor. Là, on te le remet dans celui-là pour te dire tu te souviens, c'était là-bas qu'ils se réunissaient. On comprend pas trop pourquoi est-ce qu'ils vont là-bas, s'ils sont loin ou pas. Autant dans les 2 tours, il y a quand même une marche qui se fait entre Edoras et le gouffre de Helm. Ça prend quand même un certain temps. Enfin, on comprend, ils se font attaquer sur le chemin. C'est pas évident. Il y a des peuplades qui se rajoutent au convoi petit à petit. Là, c'est quasiment pouf, on y est. Et d'une manière générale, on sent qu'il manque des étapes à tout ça, quoi. Et si je me suis permis cette digression, c'est encore une fois pour souligner que on remet en avant quelque chose donc qui a été marquant.
Et on va se servir, malheureusement, de toute la dynamique autour de ça pour nous le montrer, mais en moins bien, parce qu'on a moins de budget et puis il y a un sentiment de réchauffer, de déjà vu, mine de rien. C'est ça. Comme ces éléphants qui n'ont rien à faire ici. Normalement, il y a une scène beaucoup trop longue avec le premier qu'on voit au début là. Ouais, enfin, il y en a. Ouais. Et puis ça fait appel ça invoque d'autres monstres et du bestiaire qui, encore une fois, n'ont pas forcément lieu d'être. Voilà, donc pourquoi pas se permettre ce genre de rajout, mais quand c'est au détriment d'une rythmique et de donner plus de sens à l'œuvre. On commence à traîner un petit peu la patte. C'est un peu le problème avec ces exploitations d'univers. On fait plus appel aux souvenirs que tu as des éléments marquants de cet univers-là, des gros jalons, qu'on arrive vraiment à te le montrer à l'écran, quoi. Et essayer, en fait, c'est un peu à toi de remplir en fait les bords du cadre et de se dire ah oui, c'était ça à une époque. Et là, c'est pas très satisfaisant, quoi. Surtout que là, on a donc Miranda Otto qui jouait Éowyn dans la trilogie originale et qui revient en tant que narratrice. Qui fait le pont entre les deux histoires. Et surtout, elle fait le pont, mais à chaque acte du film, quasiment, où elle vient ponctuer et raconter avec des ellipses ce qu'on devrait voir, plutôt que de se taper 1h30 d'errement dans des couloirs du gouffre de Helm. Parce que par le fait de manque d'ampleur, ça intervient aussi à la fin. Voilà, je l'ai dit, cette scène de bataille, elle est au milieu. Et derrière, on a tout le siège qui forcément te rappelle le gouffre de Helm. Le gouffre de Helm, c'est une bataille qui est très très longue, mais c'est une bataille, c'est-à-dire c'est la nuit, il pleut. Justement, on fait en sorte de te présenter bien les tenants, les aboutissants. On te présente le lieu, on te présente les antagonistes, on te présente le fait qu'ils sont beaucoup plus nombreux, qu'ils sont féroces, déterminés, etc. Là, on a 4 huttes de 4 pécores qui viennent d'autres régions du Rohan, qui sont juste là pour faire un siège, mais le siège le plus chiant, comme ce qui est plus proche de ce qu'est un vrai siège, c'est-à-dire que vraiment tu les affames, mais sauf que c'est encore, on en reviendra aussi au petit souci d'écriture, c'est que on nous dit dès le début, ça va être compliqué au niveau de la bouffe, on n'a pas grand-chose, etc. C'est complètement évacué et finalement ils passent tout l'hiver là-dedans et jamais le fait qu'ils sont à court de nourriture ne vient en ligne de compte. Ou juste de bois pour se chauffer. Hein. Oui, il y a aussi le fait, on parle aussi de bois à un moment où on pense qu'on va devoir cramer l'espèce de harpe ou de lutte du frangin et tout. En fait, pas du tout. Et c'est con, mais on voit, je demande pas à ce qu'il y ait de la souffrance a priori absolument à l'écran, mais on voit pas le peuple vraiment galérer, être affamé, se plaindre. Non, c'est présenté au début et finalement ça n'a pas de conséquences et le siège se passe sans qu'il se passe grand chose. Et puis au final, on n'est pas en train de sauver une population d'un royaume, on est en train de sauver la population de l'échelle d'un village au fin fond de la Creuse. Ouais. D'un mec qui est très très méchant parce qu'il veut sa vengeance absolument et peut-être que voilà, on va pouvoir parler des personnages, de l'histoire aussi d'une manière générale. C'est très très caricatural tout ça, quoi. Je sais pas si c'est le côté je vais pas me mettre les fans d'animation japonaise à dos, moi aussi j'aime beaucoup ça, mais là t'as l'impression que il faut justifier le fait d'utiliser ça, de ramener un peu des grands archétypes limite shonen, c'est-à-dire qu'on a vraiment le bad boy ténébreux avec une cicatrice qui s'appelle Wolf, donc vraiment il a un nom d'ailleurs. Pour le coup, le nom est respecté de Tolkien. Ouais, mais c'était Wolf be Wolf. Oui, ça renvoie effectivement à d'autres récits. Encore une fois, l'affiliation avec les Vikings dont tu parlais. Mais là, c'est vrai que voilà, il est méchant minute 1, quoi. Et son père, c'est pareil. Il est bedonnant, il est moche. Quand l'autre, il a quand même une stature imposante avec sa couronne de roi. Quand même, c'est un énorme bourrin aussi, hein, qu'on l'a dit. Il est un peu bas du front. C'est pas le mec le plus le couteau le plus aiguisé du tiroir, même si on sent qu'il a son charisme pour lui, quoi. Attends, c'est pas le cavalier le plus rapide de l'armée ou de Zéored. Oui, ça aussi, le frangin avec sa mule là qui avance pas, là, c'est quand même compliqué. Ouais, on est quand même sur des grands archétypes à chaque fois, et on en parlait en off, ça aide pas non plus à vraiment s'attacher au personnage, quoi. C'est ça, c'est là ce personnage donc de Hera qui est le personnage principal, donc la fille de Helm, que d'une ligne ils en tirent un personnage pour en faire l'héroïne de l'intrigue. Moi, ça me pose aucun problème au demeurant. C'est vrai qu'il y a peu de personnages féminins chez Tolkien. Quand il y en a, ils sont absolument magnifiques, mais c'est vrai qu'il y en a assez peu. Pourquoi ? Parce que Tolkien était lui-même attaché essentiellement quand même à des histoires, comme on le disait, c'est des annales sans récit, et donc qu'est-ce qu'on garde ? C'est qui était le roi à ce moment-là ? Donc
vraiment il y a quelque chose de, c'est pas qu'il aimait pas les personnages féminins, c'est juste qu'il parlait d'histoire de avec la lecture d'un homme à cheval entre la fin du 20e et le début du 21e siècle, quoi. C'est pas tout à fait Martine non plus qui dans ses dynasties Targaryen met les femmes beaucoup plus en avant, par exemple, quoi. C'est quand même quelqu'un a des récits qui ont plus d'une centaine d'années aussi, quoi. Faut se rendre compte, et quelqu'un qui a vécu la Première Guerre mondiale, la guerre des tranchées, avec des compagnons d'armes. Et puis des écoles non mixtes à l'époque aussi. Enfin, voilà, donc il y a tout plein de raisons, ça ne justifie pas. Et c'est très bien justement de rajouter des personnages féminins. Maintenant, c'est comment on le fait. Et c'est vrai que moi, ce personnage de Hera, j'ai pas réussi à m'attacher notamment à elle parce que je la trouve tout le temps là où elle doit être, parfaite. Et il n'y a pas un moment de doute, vraiment. Il n'y a pas un moment de... Je sais pas, il me manque quelque chose d'humanité dedans. En fait, ça, j'aime bien le fait qu'on nous la présente pas, on nous explique pas pourquoi elle est forte. On comprend que c'est pas un garçon manqué, mais c'est quelqu'un, elle est casse-cou, elle prend son cheval au détriment du danger, on sent qu'elle est aventureuse, et puis de toute façon c'est une fille de roi, donc quand même elle est pas amenée à succéder directement à son père, c'est plutôt le rôle de ses frères. Elle aime ça, elle se bat. On a d'ailleurs une scène, de flashback que je trouve un petit peu gênante, où on nous ressort là encore un poncif d'animation japonaise, à savoir le mec à qui elle est promise, en fait c'est son ami d'enfance, mais elle était plus forte que lui, donc lui il aimait pas trop quand même être un peu embarrassé par le fait qu'elle avait désarmé, etc. D'ailleurs, sa cicatrice, c'est lui qui lui fait. Ils se battent quand même avec des vraies armes coupantes, hein, donc elle le fait pas exprès, mais mine de rien, à 2 cm près, c'était pas une cicatrice qu'elle lui faisait, ça lui tranchait la tête, quoi. Donc bref, c'est des petits soucis d'écriture. Mais moi, ça me fait penser forcément à un film que j'avais vu juste avant, qui est Vaiana 2, qui n'a pas grand-chose à voir, mais où on a aussi un personnage féminin à qui il arrive, ou féminin, ou peu importe, en fait. C'est juste que quand un personnage traverse le récit d'une traite sans avoir vraiment de se poser de questions et avoir de grands défis à surmonter, elle prend de l'importance au fur et à mesure. Il y a ses frères qui se font dézinguer les uns après les autres, donc c'est à elle de prendre le pas sur tout ça, et c'est un peu de ce dont se rend compte son père à la fin. C'est t'es plus forte que ce que je pensais, c'est à toi, vas-y, prends la suite, etc. Mais elle veut pas être une noble dans ses grandes robes à la cour, quoi. Et c'est encore une fois, ça se tiendrait. Le problème, c'est que c'est un rappel de la destinée d'Éowyn dans Le Seigneur des Anneaux. Et en plus, il y a un contresens total entre justement cette même Éowyn qui, en tant que narratrice, dit c'est une histoire qui a été oubliée de la grande histoire pour justifier le fait que justement elle n'a pas de nom parce que l'histoire l'a oubliée quelque part. Mais au final, tout ce que va faire cette héroïne pendant tout le film, c'est essayer d'être un symbole, se mettre au centre de la scène. Et c'est pas crédible à la fin, vu tout ce qu'elle accomplit, que son peuple l'oublie, parce que c'est grâce à elle que le peuple est sauvé au final. Oui, quand bien même on nous montre à la fin que elle n'a pas envie, justement, jusqu'au bout, de récupérer la couronne. Elle la laisse à son cousin qui, lui, avait peut-être plus cette volonté-là, qui voulait s'affirmer en tant que leader, alors qu'elle voulait juste pouvoir être maîtresse de sa destinée, finalement, et pas avoir à être cantonnée à un rôle de seconde zone, à être la bonne épouse, etc., quoi. Donc tout ça, c'est intéressant. D'une manière générale, il y a un discours sur l'invisibilisation des femmes dans l'histoire, dans les grands récits. Ou des guerrières, même des femmes guerrières. Oui. Voilà. Qu'on oublie, effectivement, qu'on passe très vite à l'as. Donc tout ça, encore une fois, c'est intéressant, et ça participe de la relecture d'une œuvre qui a plus de 100 ans aujourd'hui, donc pas Le Seigneur des Anneaux, mais l'œuvre de Tolkien d'une manière générale. Et c'est intéressant d'en rajouter des choses, de les relire à l'aune de ce qui se fait aujourd'hui. Mais malgré tout, le récit en tant que tel est non seulement avec des personnages assez archétypaux, mais en plus est très très prévisible et balisé, quoi. Bah oui, parce que là on a parlé forcément de Hera parce que c'est le personnage principal, mais je ne serais pas plus tendre avec la caractérisation des frères qui sont encore une fois des archétypes. Eux, ils n'existent pas. Voilà, on peut pas s'attacher à ce genre de personnage. Et le méchant, et beaucoup de gens vont dire que la qualité d'un récit est aussi liée à la qualité de son méchant. Là, on a quand même un méchant qui fait que des mauvais choix. Il a un général à côté, un vieux général donc qui est buriné par l'expérience et tout ça, qui fait que lui dire mais non, en fait tu devrais pas faire ça, tu devrais plutôt faire ça. Et il a raison à chaque fois. Il a raison à chaque fois. Et le jeune méchant, le principal antagoniste, à chaque fois fait le choix inverse. Et il y a vraiment des plans
Alors c'est peut-être moi qui ai affabulé parce qu'il y a quand même ce problème d'animation dont on parlait, ouais. Mais il y a plusieurs fois où régulièrement on a l'impression que le général, genre, il va lever les yeux au ciel, il fait oh là là, j'ai pas choisi le bon camp. Ouais, il me saoule lui, putain, j'aurais pas dû me lever ce matin. Enfin, il est comme ses pieds quoi. Pour finir évidemment par se faire dézinguer comme tous les hommes de main qui se font tuer par le grand méchant. Voilà, c'est dommage parce que sous couvert d'enrichir un univers, de rajouter des choses. En fait, c'est quand même une histoire qu'on a déjà vue, je sais pas combien de fois, et en beaucoup mieux écrite, quoi. Parce qu'en disant en off, j'avais fait la comparaison, j'ai osé cette comparaison-là en disant que les Rohirrim est à la trilogie du Seigneur des Anneaux, ou aux 2 tours même plutôt, ce que Star Wars 7 est à Star Wars 4, c'est-à-dire un remake moins bien. Bah à peu près tous les niveaux, quoi, jusqu'à cette fameuse arme de siège qui mettait un hiver à construire et qui devrait juste s'effondrer en plus au moment où ils l'abattent sur les trucs. Et en fait, c'est juste un pont. Voilà, ils ont passé 5 mois, on sait pas combien de temps, à construire un pont. Et alors que, je sais pas, il y a l'air d'avoir 3 archers en face. Enfin, est-ce que vous connaissez les échelles? Non, mais voilà, en fait, la première fois où tu vois cette construction pour tenir le siège, on a l'impression qu'ils font la tour de Babel. C'est une tour monumentale. Tu sais pas pourquoi. Je pense que ça allait être une tour qu'ils allaient avancer. Ouais. Non. Et en fait, non, pas du tout. C'est juste une tour qui dissimule à l'intérieur un pont qui est à la verticale. Donc, ils vont aller le lever hyper haut avec un joueur de tambour en haut. Et qui, pareil, se fait complètement zapper. Enfin, genre. Et là, ils abattent donc la tour qui double sa taille en hauteur. Qui est presque la meilleure animation 3D du film en plus. Oui, et en termes de mise en scène, il y a un contre-champ où on voit la grandeur des volumes et tout ça. Et il y a ce pont donc du coup qui s'abat sur le mur. Alors, on se comprend pas comment ça fait pas un Mikado géant, vu l'impact que ça produit. Le joueur de tambour va être valdingué du côté du mauvais côté des remparts, donc côté de chez l'ennemi. Et il sort de l'histoire, lui. Ah oui, non, voilà, il était là pour faire joli. Et après, voilà, c'était ça. C'était ça. Oui. Et donc, je sais pas comment ils ont fait. Imaginez un système de poulies pour monter. Mais tu te dis, non, mais please. C'est anti-climatique au possible. C'est ça le payoff de tous ces mois de siège. C'est quand même assez compliqué. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. Non, enfin, en tout cas, de manière générale, on s'ennuie beaucoup sur ce passage-là. On parlait d'histoire caricaturale. Il y a un traître. Parce qu'il fallait un traître. Vraiment, moi, je vous avoue, j'ai un peu piqué du nez. C'était une séance au matin. J'ai un peu piqué du nez pendant une petite partie de la bataille. Je me réveille pour voir le traître. Ah bah oui, évidemment, il fallait un personnage de traître, sinon ça tient pas. On n'a pas ses motivations. Enfin, on sait pas trop bien pourquoi est-ce qu'il fait ça. On sait pas ses motivations, mais c'est vrai que la personnification du traître dans ce genre de scénario, c'est une simplification de l'histoire. Comme ça justifie qu'un personnage qui n'a jamais perdu une bataille comme Helm perde la bataille. C'est comme ça, c'est pas le Helm qui a, par son orgueil, un peu fait de la merde, si tu me permets l'expression. Alors que pourtant, on le voit que dès le début, c'est lui qui lance la chaîne d'événements. Clairement, c'est vraiment l'entêtement de Helm qui, notamment, emmène sa dynastie à sa perte. Mais non, là, c'est à cause d'un traître, tu comprends, parce que le héros, enfin le roi des gentils, il peut pas être faillible. Quel dommage de passer à côté, justement, de ces détails d'humanité qui font qu'on peut, justement, trouver dans la rédemption quelque chose d'intéressant. La fin de l'histoire de Helm, elle tient par rapport à ce que Tolkien en a décrit. Ouais. Cette histoire de personnage qui perd un peu la tête et qui se retrouve errant la nuit pour aller régler ses comptes et qu'on prend pour un spectre, etc. Et puis en plus, ça ramène un peu de côté de côté un peu fantastique qui est propre aussi à l'œuvre de Tolkien. Enfin, d'avoir c'est finalement plus la peur que c'est pas vraiment un spectre, c'est pas vraiment. Mais on sent que ça existe dans cet univers-là et que c'est des gens qui vraiment y croient et qui peuvent être complètement... une armée peut être mise à mal par ça, quoi. Sauf que, encore une fois, c'est amoindri par certains choix d'écriture qui font que il y a un petit passage dérobé qui lui permet de sortir et de rentrer en douce la nuit. Sauf à la fin. Sauf à la fin où, là, tu sais pas pourquoi, le passage, il était que dans un sens. Et c'est ce qui va entraîner sa fin, parce qu'il savait pas comment écrire sa fin. C'est quand même dommage. Il y a beaucoup de choses où tu te dis, raté. Et en plus de ça, on l'a déjà un petit peu saupoudré, mais comme, encore une fois, on y revient, pas mal d'exploitation d'univers étendu, etc. C'est quand même un film qui est un petit peu perclus comme ça de doses de fanservice à droite à gauche, des petits coups de coude. On a parlé du guetteur dans le marais. Oui, mais celui-là, il a un petit palmier sur la tête. Oui, il est trop mignon avec un petit île. Et il a un gros appétit.
Oui, on sait pas comment il arrive bien à faire rentrer un éléphant géant là-dedans, mais bon, bref. Avec les défenses directement. Ouais, voilà, gloops. Et il y a de ça un petit peu. Alors, toi, tu m'as dit juste avant l'émission que le côté des trolls qui cherchent les anneaux, des orques qui cherchent les anneaux, moi, j'avoue que je trouvais ça un peu coup de coude forcé, wink wink, mais alors, c'est pas le plus gros problème. Non, c'est pas l'appel du pied le plus balourd, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que à cette époque-là, dans la grande histoire de la Terre du Milieu, effectivement, Sauron, au Mordor, est en train d'essayer de retrouver ses anneaux, et notamment son anneau unique. Et qu'il ait envoyé des bataillons d'orques un peu partout, avec comme consigne de faire les dépouilles des victimes pour essayer de choper peut-être dans le tas l'anneau unique, ça fait complètement sens avec le scénario général. Maintenant que ça arrive là, et que c'est vraiment une scène qui à peine elle est commencée, elle est déjà terminée. Oui, parce que c'est pour te rajouter le fait que c'est à ce moment-là que Helm arrive pour sauver sa fille. Qui retrouve la raison, voilà. etc. Alors, il y a une petite anecdote, c'est que c'est Billy Boyd et Dominique Monaghan. Donc les acteurs de Pippin et de Merry Haddock, de Merry, du Seigneur des Anneaux, qui sont copains comme cochons dans la vraie vie et qui du coup là ont été embauchés pour faire ce petit caméo. Le côté coup de coude, il est peut-être un peu là. Enfin, voilà. Alors après, c'est pas méchant là. Mais... Par contre, au-delà d'un coup de coude, il y a des grosses mandales encore une fois de Helm tout seul contre un troll des montagnes. Oui, bien sûr. Alors que les légendes racontent ça, pourquoi pas. De nous dire que ça s'est vraiment passé, là, c'est en termes de, enfin, c'est pas possible. C'est comme si, je sais pas moi, j'ai essayé de faire une. Tu te battais contre un mammouth ou un grizzly. Ouais, voilà, un grizzly à main nue versus un enfant de 10 ans. Voilà. Et on a un petit peu ça. Alors peut-être la fin, c'est un peu le summum du coup de coude et le summum du on raccroche les wagons avec l'univers du Seigneur des Anneaux, quoi. On a, on le disait, Saruman qui arrive à la fin comme ça, un peu sur comme un cheveu sur la soupe et cette dernière phrase, cette dernière envolée où on te raccroche encore les wagons avec Gandalf, où on te dit pas son nom, puis en fait si, puis en fait non, puis en fait oui. On s'est tapé toute une saison des Anneaux de Pouvoir où on en arrive à la conclusion qu'il trouve son nom. C'était déjà très laborieux. Et là, on retombe encore un peu là-dedans, quoi. Alors ouais, et puis surtout déjà qu'il apparaisse, il apparaît pas, mais qu'on en parle, c'était pas nécessaire. Qu'il déambule sur la Terre du Milieu à ce moment-là, c'est tout à fait logique. Et voilà, qu'on nous dise il a plein de noms et de voir sa rune, ça suffisait, il n'y avait pas besoin en plus de nous dire. Puis en plus, il en arrive en comment de tout ça, genre il a vu le film pour savoir que Hera elle a rencontré des trolls avec des orques avec des anneaux, enfin ça lui vient comment si comme tu dis il vient à peine d'arriver dans le truc. Non, il vient pas d'arriver, mais je veux dire il déambule, il est là, il fait sa mission, tout ça. Il a des informateurs à droite à gauche, je sais pas. Il a des informateurs, mais il y a pas que ça, il y a le fait d'avoir des aigles, encore une fois, qui sont alors là pour le coup ils transportent personne, mais d'aller à faire encore ce recours là aux aigles alors que c'est déjà un truc très polémique qui a été justifié, je vais pas encore le réexpliquer là, mais c'est un peu fatigant et encore une fois on a cette charge de fin. Pourquoi revenir encore une fois avec cette pseudo-conclusion qui est la même que celle des deux tours, mais en moins bien. Mais en moins bien, alors qu'on pouvait justement essayer de se sortir de ça pour raconter quelque chose peut-être de plus intéressant et de plus novateur, quitte à avoir des personnages nouveaux, autant leur faire avoir des aventures différentes. Tu avais parlé aussi peut-être de clin d'œil à l'animation japonaise, de petites choses qui sont peut-être amenées par le réalisateur aussi pour essayer de amener sa patte, qu'on a un peu du mal à sentir quand même dans le film, de rajouter des petites choses. Il y a des liens qui ont été faits, d'après ce que j'avais pu entendre, autour de cet éléphant enragé, ce Mumakil, pardon, c'est pas un éléphant, un olifante enragé, au début faisait un peu un écho de la divinité corrompue dans Mononoke Hime, dans la princesse Mononoke. Le fait que le petit page qui est le garde de Hera, voilà, doit porter une armure dans une grosse caisse sur le dos, une caisse cubique, et qui doit monter 698 marches. Voilà, c'est directement les chevaliers du Zodiaque qui montent le sanctuaire avec leurs armures sur le dos. Alors là, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on pourrait essayer d'aller grappiller, qui sont plus ou moins inspirées, qui sont plus ou moins là, mais il y a, voilà, enfin, c'est un peu... en plus un mélange de genres qui est un peu étrange, enfin je sais pas, c'est...
Moi, il y a quelque chose, peut-être pour conclure, mais ça fait le personnage dont tu parlais, l'espèce de servant, pareil, très caricatural, etc., me fait penser que d'une manière générale, je trouve l'acting pas super haut niveau, quoi. Il y a Brian Cox, on a sa voix, sa grandiloquence, enfin, il envoie quelque chose, et puis bon, quand on sait que c'est lui, on l'imagine forcément derrière son micro en train d'envoyer, quoi. Je trouve que les autres sont pas forcément au niveau, quoi. Je veux pas ramener Arcane, tout mettre sur le niveau d'Arcane, mais j'avais l'impression quand même qu'il y avait une autre volonté en termes d'interprétation, d'aller chercher un peu plus loin. Là, ça fait très, très basique. Les voix, même d'une manière générale, je trouve, sont pas très inspirées. Quand on a la première, l'espèce de servante à moitié sorcière qui arrive dans le gouffre d'Helm avec sa voix toute chevrantante comme ça, j'ai levé les yeux au ciel. Je me suis dit, c'est pas possible qu'on a encore aujourd'hui des personnages de petites vieilles caricaturaux à ce point-là. Enfin, ça faisait régulièrement sortir du film, quoi. J'avais vraiment du mal avec ça. Ouais, puis il y a certains dialogues quand même qui vont pas chercher très très loin. Genre, je t'avais dit que j'avais un plan, mais je t'avais pas dit que c'était un bon. 2 fois cette phrase-là. Ah quoi. oui, Alors c'est pour faire la blague, ouais. Avec une réponse, mais. Et à côté de ça, voilà, on va te rechercher dans la chanson du frère au début, la chanson que. Pas la chanson, mais c'est le texte de la poésie que déclame Théoden avant la grande bataille dans les 2 tours, quand il se fait mettre son armure par son aide de camp, etc. Tout ça, là, c'est quand même un petit peu fatigant. Donc qu'est-ce qu'on en pense d'une manière générale de peut-être plutôt la suite maintenant, parce que le Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup de choses en ce moment, hein, voilà, il y a les Anneaux de pouvoir, on a eu le droit à 2 saisons en 3 ans, et c'est ce projet-là qui arrive. On a en 2026 qui est prévu The Hunt for Gollum, qui est pour le coup un nouveau film live, un autre préquel du Seigneur des Anneaux qui s'inscrit du coup avant la trilogie, mais après celui-ci, puisque c'est la chasse pour Gollum, comme le titre l'indique. Alors oui, pour le coup, là, en termes de chronologie, on est même en parallèle de la communauté de l'anneau, puisque au début de la communauté de l'anneau, on a tous les passages où Bilbo trouve l'anneau et il va le léguer à Frodo et Gandalf va s'en apercevoir, tout ça. On a l'impression dans le film que ça dure l'espace de quelques jours. En vrai, il se passe plusieurs décennies. Ouais. Et donc, pendant tout ce passage-là, justement, quand Gandalf apprend que Gollum était en possession de l'anneau, que c'est comme ça que Bilbo l'a eu, il se dit, mais si jamais l'ennemi, donc Sauron, trouve Gollum, il va lui faire dire où est l'anneau, et donc on est mal. Donc il faut le retrouver absolument. Et donc il va appeler son meilleur indique, qui s'appelle Aragorn, et entre eux, ils vont essayer de choper Gollum. Ils vont réussir à le choper, ils vont le mettre en prison chez le père de Legolas, et de là, il va s'échapper, et c'est là que Sauron va l'avoir, et c'est ce qu'on voit dans le film. Donc c'est d'entre cette période-là qu'est censé se passer tout ce film qui raconte ce que je viens de vous dire en une phrase. Voilà, vous avez pas besoin d'y aller, vous avez déjà tout. Et donc ce sera aussi écrit par Phoebe Gittins et Artie Papageorgiou, donc ils sont les scénaristes, co-scénaristes sur ce film-là. Alors là, on sort de l'animation effectivement, hein, mais c'est voilà, il se passe un truc au niveau du Seigneur des Anneaux en ce moment. Maintenant, on peut pas dire que ce soit forcément toujours très satisfaisant, et en dehors de la trilogie originale, c'est notre projet qui est un peu secret, mais où Sir Ian McKellen, qui est l'acteur qui joue Gandalf, a un peu vendu la mèche en interview, et ça a été rattrapé justement par Philippa Boyens derrière. Il y a aussi un autre film où Gandalf interviendrait, qui est en gestation, pas encore officialisé, et là on sait pas trop de quoi ça parle. Voilà. Donc il y a encore des projets, mais comme tu le disais, on est quand même sur des possibilités qui s'étalent sur pas loin de 40 ou 50 000 ans, au bas mot, et on nous sert sans arrêt des choses qui se passent de manière très terre à terre dans ce fameux troisième. Alors, à part la série, justement, qui essaie d'aller un petit peu avant, mais comme elle n'a pas les droits d'utiliser vraiment le matériau source, elle brode. Et c'est dommage, parce qu'il y a vraiment des choses incroyables à raconter, et là, pour le coup, qui font pas des échos du Seigneur des Anneaux. Ce qu'il faut savoir dans l'univers de Tolkien, je vais juste m'arrêter là pour pas saouler tout le monde après, mais c'est que Tolkien est un adepte du décrescendo grandiloquent, je sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire que quand il y a eu la création, c'est comme le Big Bang, il y a la création, tout est somptueux, et agité, et magique, etc. Et au fur et à mesure que le temps passe, on a un étiolement, et c'est pour ça que les elfes doivent quitter la Terre du Milieu, parce que leur pouvoir s'estompe, et les anneaux des elfes ne servent jamais qu'à ça.
ralentir, n'est-ce pas, cette perte de magie dans le monde. Et à la fin du Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux, c'est la toute fin de toutes les histoires. La magie disparaît plus ou moins et on se retrouve avec une proto-histoire imaginée, mythologique de ce qui est notre monde quelque part. Donc, dans ces fameuses dizaines de milliers d'années avant, il y a des choses géantissimes à raconter en termes d'amplitude. Mais justement, ça demande peut-être des budgets que les gens ne sont pas prêts à mettre. Voilà, et là, clairement, si on peut résumer, encapsuler et finir cette partie critique, c'est à la fois un manque peut-être de positionnement et de budget global qui font que c'est pas au niveau où on pouvait attendre. Moi, perso, après, on a dit beaucoup de. Quand même, si on nous écoute, là, on va penser qu'on va mettre une énorme caisse au truc. Oui, voilà. Je voulais relativiser je suis un peu plus négatif que toi. On en parlera au niveau de la note, mais vas-y, je te laisse le dernier mot là-dessus. Moi, j'ai quand même, mine de rien, pas passé un mauvais moment. Je me suis ennuyé, comme je l'ai dit, j'ai soufflé plusieurs fois du nez, j'ai soupiré pas mal de fois, mais j'ai jamais été totalement sorti du récit par des hérésies scénaristiques ou quelque chose qui était complètement anti-Tolkien. Donc en ça déjà, j'ai pas été choqué par quoi que ce soit. J'aurais espéré beaucoup mieux, j'aurais espéré beaucoup plus. Au final, c'est juste pas hyper intéressant, ce qui pour l'univers du Seigneur des Anneaux me fait déjà mal. Donc je te dirai moi quand on mettra la note, mais t'as bien compris que je vais être sur un pain demi bien franc. Ouais. Sur une note moyenne absolue, voilà, ça fait de mal à personne. Non, c'est jamais insultant, c'est jamais. C'est juste que ça apporte rien non plus. C'est pas au niveau. Ça m'a rappelé la série, le film d'animation de The Witcher sur Netflix. Oui, c'est vrai. Le cauchemar du loup, je crois. Il y a un peu de ça. Même dans l'animation et tout. J'avais préféré, parce que ça avait au moins le mérite d'être plus court, d'être quasiment 2 fois plus court et beaucoup plus dynamique. Donc voilà, moi Là, c'est un peu mou du genou, quoi. C'est un peu mou, mais voilà, c'est pas mauvais non plus. Enfin, toi, je sais que t'es beaucoup plus vindicatif, mais moi, j'ai pas... voilà, si moi, dans mes notations qui sont sur 10, je lui mets un bon 5, tu vois, par exemple. J'avoue que j'ai un petit peu plus descendu ça, mais on verra ça dans la deuxième partie. Le garçon que j'ai connu n'aurait jamais souhaité la guerre. Ce garçon n'existe plus. Tirez! Ils sont si nombreux. Je m'engage à me battre pour mon roi. Tu ne sais rien de la guerre. Je suis la cavalière la plus rapide que vous ayez. Le peuple a besoin d'espoir, Hera. Besoin de croire en quelque chose. Ma fierté, ma joie. Tu pourrais gouverner le monde. Tu penses que j'ai peur de toi? Tu devrais. Qu'est-ce que le Mordor veut faire de ces anneaux? On va se poser maintenant, après cette longue critique, mais néanmoins intéressante, c'est pour qui le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim? C'est un petit peu le problème. J'avais parlé d'un problème de positionnement dans la première partie, alors peut-être qu'on peut poser la question différemment. À qui est-ce qu'on pourrait le conseiller? Est-ce qu'un fan du Seigneur des Anneaux, traditionnel, il va forcément y trouver son compte? C'est pas sûr, quoi. C'est pas sûr, parce qu'on est sur un film d'animation et l'animation japonaise, et ça fait partie des critiques qui sont tombées de manière péremptoire. Ça tombe, en fait, c'est un peu ce que j'essaye contre lequel j'essaye de lutter aussi avec ce podcast, c'est dans le sens où l'animation, de base, ça va rebuter principalement les 30, 40 nerfs, voire au-delà. En France, on a un vrai souci avec ça. Voilà, alors que pourtant, on a une tradition qui est quasiment centenaire sur l'animation, mais on continue à considérer que non, si c'est de l'animation, c'est pas pour moi, et hop, je le mets tout de suite de côté, c'est et je m'y intéresse film. pas. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est l'animation, mais j'attends de voir ce qu'ils feront vraiment. Voilà, là, c'est principalement une question de budget qui fait que c'est pas au niveau, mais c'est pas
l'animation en soi le problème. Et donc il y a ça, il y a vraiment ce problème en France, et tu fais bien de le souligner parce que c'est vraiment dommage. Et où il y a aussi cette espèce de condescendance de dire que l'animation c'est pour les enfants uniquement. Ah oui, bien sûr. Tu vois, il y a les deux. Donc là, on va y aller avec des enfants, je sais pas trop, parce que ça raconte quand même il y a des gens qui se prennent des flèches dans la glotte, hein, donc c'est pas, enfin voilà quand même. Non, je disais que c'est pas très virulent, ça manque effectivement de sang. Il y a beaucoup de choses hors champ, moi c'est aussi ce que j'ai reproché, c'est que tu sens qu'ils ont pas envie d'y aller. Je pense qu'il faut rester PG-13 et que ouais, ça manque un peu de pas dire de méchanceté, mais je trouve ça très très prude, et le fait de cacher des choses alors que dans la première trilogie on nous cachait rien, et ça n'empêche pas que le film a été un immense succès, donc je comprends pas trop cette retenue là encore là-dessus. Et alors on a ce problème avec le fait que ce soit le choix de l'animation, en plus c'est une animation japonaise, alors avec la mauvaise presse qu'il y a eu pendant des dizaines d'années. Le design, elle a des cheveux rouges, d'accord. Et à côté de ça, il y a aussi un problème, c'est qu'on parle d'Heroic Fantasy. Et il y a aussi un public pour qui les histoires de dragons et tout ça, voilà, ils n'ont pas compris qu'en fait on s'en fout qu'on affronte des dragons, c'est pourquoi on le fait. Surtout que là, en termes de fantasy, c'est très soft, quoi. Oui, c'est très terre à terre. Mais de toute façon, l'univers de la magie dans Tolkien, ça a toujours été quelque chose de plutôt discret, plutôt un gage de fantastique, mais c'est pas, il y a pas de boule de feu et on déclenche pas la foudre, on n'est pas dans Warcraft, tu vois, typiquement. Donc voilà, pour ça, fan du Seigneur des Anneaux, c'est un peu une condition sine qua non, mais ça garantit pas forcément que vous allez adhérer tout à fait au truc. Fan d'animation japonaise, je pense que si vous êtes un habitué de ça, vous avez vu mieux, déjà, purement en termes d'animation déjà, hein, que ce soit en série ou que ce soit en film. Et puis si de base l'univers vous parle pas, c'est vrai que ça va être compliqué, hein, parce que c'est quand même principalement on te rajoute du lore, de l'univers, donc ça demande d'avoir quand même certaines bases. Mais oui, tu l'as dit, plutôt un public d'ados à partir de 10-12 ans. Enfin, si t'as, comme à l'époque où moi, personnellement, j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux, ça fonctionne. C'est peut-être le public sur lequel ça peut le mieux fonctionner, d'ailleurs. Oui, je pense que c'est le public le plus enclin qui va pas forcément aller relever, justement, le problème du fanservice, et qui va l'épouser à bras-le-corps. Ouais. Donc, en soi, c'est sans doute pour un public de jeunes ados qui va y aller avec ses parents qui ont vu Le Seigneur des Anneaux il y a 20 ans et qui se disent, ou avec les grands frères ou les tontons, quoi, ou les tantes, hein, évidemment. Mais est-ce que ça suffira à, je crois que c'est Philippa Boyens ou Peter Jackson, l'un des deux, lors du promo tour, en interview, qui disait que justement, il y aurait d'autres projets de ce type-là si jamais celui-là était un succès. En tout cas, je pense pas que ce soit en France qu'il y aura ce succès. D'une manière générale, pour l'instant, les premiers chiffres sont assez alarmants. Alors, voilà, on l'a dit, nous, on enregistre le 15, l'épisode sortira un petit peu plus tard, mais les premiers chiffres des premiers jours de box-office sont vraiment pas très rassurants. On aurait autour de ce que j'ai pu trouver entre 3,5 et 5 millions pour les 3 premiers jours, sur un film qui en aurait coûté autour de 30. On sait que derrière, il y a toute une partie aussi marketing, même si c'est pas forcément le film sur lequel Warner a investi le plus en publicité, mais il faut quand même rajouter un peu plus pour que le film soit à minima rentable. C'est très très mal parti pour que ça arrive à rentrer dans ses frais. Et en France, je me permets de citer justement l'ami Gauthier, qui a la tête dans les chiffres de box-office pour le compte de Satellifax, de son site spécialisé. Il nous a dit, si ça fait 200 000 entrées, c'est bien. Et 200 000 entrées en France, c'est quand même pas grand-chose, surtout, encore une fois, pour un film qui s'inscrit dans la licence Seigneur des Anneaux, qui a cartonné partout dans le monde, mais aussi en France. C'est vrai que c'est un peu troublant, et je saurais pas me positionner personnellement. Est-ce que j'ai envie de dire aux gens, allez le voir pour avoir d'autres projets Seigneur des Anneaux qui seraient faits par le crew Peter Jackson, ou n'y allez pas parce qu'il faut pas cautionner peut-être un peu de produits de moyen gamme. Moyenne gamme, ouais. C'est très compliqué. Je pense que faites-vous votre avis par vous-même. De toute façon, dans tous les cas. Hein. Nous, cette partie-là du podcast n'est jamais pour vous dire allez-y ou n'y allez pas, mais plutôt pour savoir si vous vous sentez comme étant la cible, et de manière générale, si vous avez envie de vous faire votre avis, c'est encore la meilleure des façons de savoir, hein, d'être fixé, et puis de pouvoir critiquer derrière, en bien ou en mal. On en arrive maintenant à la note. Alors toi, t'as donné la tienne, hein, donc un bon pain de mie, un bon 5 sur 10, 2,5 sur 5. C'est ça, voilà, c'est ça. Je peux pas dire que... j'arrive pas à me résoudre à dire que c'était mauvais, dans le sens où je me suis juste ennuyé. Mais tu vois, j'ai pas eu ce moment où vraiment là, je rejette ce que je vois. C'était pas loin, mais voilà, donc je reste dans un truc moyen, et au final... Est-ce que s'il y en avait d'autres, j'irais? Je suis peut-être pas au cinéma quand même.
peut-être pas au cinéma. C'est un peu la question, la question qui se pose. Ouais. Oui, en fait, moi, c'est ça. Je crois que j'ai vraiment eu l'impression d'un... comme j'avais pas fait le parallèle, mais tu faisais le parallèle avec la série, le film animé Witcher. J'ai un peu eu l'impression d'avoir face à moi ce genre de film, un OAV quoi, comme on dirait dans l'animation japonaise, quoi, un espèce de concentré de série d'animation quoi. J'ai vu cette année le film Blue Lock, donc pareil qui sert d'espèce de spin-off condensé du manga, de la série animée. C'est en termes de qualité, tu vois, d'animation, d'écriture, on est un peu dans les mêmes ordres. Donc voilà, moi, j'ai vraiment pas été convaincu ni satisfait de tout ça. Moi, je vais descendre très très bas. Je vais descendre à 1,5 sur 5. Je suis assez volontairement méchant, mais c'est parce qu'en fait, méchant oui et non, parce que encore une fois, le film m'a pas insulté. Mais c'est juste que je trouve rien de vraiment bien réussi là-dedans, quoi. On a parlé de l'animation, je trouve que c'est pas convaincant. Le mélange 2D 3D, il fonctionne jamais vraiment. L'écriture, c'est à la fois caricatural et en même temps prévisible, et en même temps, il y a vraiment des manquements, des choses, et c'est en même temps beaucoup trop long pour ce que ça a raconté, ce qui en plus rajoute de l'ennui là-dedans. Donc non, c'est lié à la fois à un manque de budget, mais j'ai l'impression quand même à un manque d'envie et un manque d'ambition quoi. Donc je rejette un petit peu tout ça en bloc, comme je le fais habituellement. Je le replace dans donc mon classement disponible sur mon compte Letterboxd d'Animedia. Ça le place quand même, pour vous dire, hein, derrière Albator, Corsaire de l'espace. Je sais pas si tu l'avais vu, je l'avais vu, qui était déjà pas passionnant et un peu chiant, mais qui avait quand même pour lui, je trouve, un peu de plastique. Voilà, une animation, c'était en 2013, mais qui avait quand même de la gueule. Faut aimer la 3D, l'image de synthèse, mais ça avait quand même de la gueule. Ça le place au même niveau pour moi que les films d'animation Resident Evil, dont je suis client. Oui, mais j'en ai pas mal. Espèce de plaisir déviant que je prends à regarder ça. Mais oui, tiens, c'est pas mal comme comparo. C'est vrai qu'il y a toujours, pareil, ce problème d'animation et d'écriture et d'ambition. Oui. Où on a quelque chose quand même comme Resident Evil qui à la base est vraiment, moi, un univers que j'affectionne. C'est fun, ça se prend pas au sérieux. Et tout d'un coup, dès que ça devient du technico-thriller politique avec des armées, des laboratoires, machin, oh là là, mais là, j'ai l'impression de retrouver les pires deuxièmes parties de soirée de la TNT, mais dans les années 80. Tu vois, ouais, c'est toujours un peu raté, mais je sais pas, au moins je trouvais c'est moins bien, objectivement, mais plus réjouissant. Parce que j'ai mon plaisir déviant là-dedans. Là, j'avoue que j'ai pas trouvé beaucoup de matière à me réjouir. Ça reste devant, pour rester dans l'animation et dans l'exploitation de licences japonaises, le film Lupin 3 versus Katsai, je sais pas si t'avais vu ça, qui était sorti l'an dernier sur Amazon Prime, qui était on sentait une exploitation de licences connues pour la télé japonaise qui est venue chez nous sur une plateforme. War of the Orohime, encore une fois, ça ressemble un petit peu trop à ça, à mon goût. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce long podcast très intéressant. Merci beaucoup Menro d'avoir été là pour nous éclairer sur tout l'univers Seigneur des Anneaux. On ne sait pas vraiment ce qu'il adviendra encore une fois de la suite de cette licence en animation. Mais voilà, encore une fois, on l'a dit, faites-vous votre propre avis si jamais le sujet vous intéresse. Où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant? C'est le moment de faire ta pub, vas-y. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, c'était très sympa à faire. Où est-ce qu'on peut me retrouver? C'est Menraw, M-E-N-R-A-W sur l'ensemble des réseaux sociaux, c'est pas compliqué. Et sinon, c'est derrière un autre podcast, en ce moment, qui est le principal activité médiatique. La mienne, c'est celle de Originals, donc un podcast dédié, comme on le disait en ouverture, essentiellement aux créations originales de plateformes. Ça veut dire que, par exemple, si on parle de La Casa de Papel ou de Stranger Things, oui, mais on va pas aller parler d'un film qui est sorti au cinéma et qui arrive sur ta plateforme au bout de X temps, à cause de la chronologie des médias. On parle vraiment que des créations. Et on fait ça avec l'ami Gauthier, dont on va aussi un peu parler, qui était, c'est son idée à lui, c'est son concept. Moi, je ne fais que venir apporter mon expérience en tant qu'animateur. Et du coup, on porte ce podcast tous les deux. Voilà, il y a des petites histoires de partenariat qui sont en cours et qui devraient être officialisées dans pas longtemps. Donc, ça nous permettra de vivre encore un peu plus cette aventure-là. Et à la bonne heure. Moi, j'écoute ça chaque semaine. Il y a un invité différent chaque semaine et j'ai eu le plaisir d'être un des invités pour parler d'Eliane et le sortilège il y a quelques semaines. Donc, c'est un renvoi d'ascenseur mérité. Je fais la pub également pour un autre podcast qu'on a en commun et qui sortira dans quelques jours au moment où cet épisode sera en ligne,
qu'on aura déjà enregistré, paradoxe temporel, il faut réussir à tenir, qui est un podcast pour le Grand Popcast, qui est donc un dérivé de notre site, le Grand Pop qu'on avait créé ensemble il y a quelques années, et où on fera notre traditionnelle cérémonie des Pop d'Or, qui est un moment qu'on aime bien. Voilà, c'est le moment des cérémonies. Tu as animé les Game Awards il n'y a pas très longtemps avec le copain Otaksu. Eh bien, on fera notre remise de palmarès à nous, un petit peu déviante. Un peu twistée. Ouais. Attendez-vous, il y a quelques catégories sérieuses, mais on a surtout des catégories un peu troll qui nous permettent de parler de tout ce qui a fait la création culturelle pop de cette année. C'est ça, cinéma, séries, jeux vidéo, animé, musique. Voilà, on se permet de brasser large et ça sera disponible très bientôt. Je vous en reparlerai sur mes réseaux à moi. Donc suivez-moi également Animedia sur Blue Sky et Instagram principalement, et sur Letterboxd pour pouvoir avoir aussi mes recommandations et la watchlist qui n'en finit pas de grandir et dans laquelle vous pouvez également piocher et me faire vos retours. Abonnez-vous aussi sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, comme vous voulez, mais laissez-moi un maximum d'étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve d'ici la fin de l'année, j'espère, pour les traditionnels top, flop, spécial animation. J'aurai des redites par rapport à des épisodes que j'ai déjà fait cette année, mais aussi des petites choses nouvelles que j'ai découvertes après coup. Ce sera un plaisir évidemment d'être avec vous. Merci encore Menro, à très vite. Merci beaucoup. Et ciao. Bye bye. Formez les rangs, vermine! Formez les rangs! Les hallebardiers devant et les archers derrière! Léomère, mène ton Léorède au pied du flanc gauche! Les hommes sont prêts! Gamelin, suivez l'étendard du roi au centre! Grimbold, menez votre compagnie à droite quand vous aurez passé le mur! En avant! Ne craignez aucune obscurité! Debout! Debout, cavaliers de Théodène! Les lances seront secouées! Les boucliers voleront en éclats! Une journée de l'épée! Une journée rouge! Avant que le soleil ne se lève! Quoi qu'il se passe, restez près de moi. Je veillerai sur vous. Au galop! Au galop! Courez! Courez à la ruine! Et à la fin du monde! À mort! À mort! À mort! À l'attaque!
l'entrée!